Hmm. Alors, je vais commencer, hein, d'accord? Ça marche. Salut Rebelle Créative. Alors, j'ai une entrevue aujourd'hui avec Joanne Tatam et je suis super heureuse de te la présenter. Donc, salut Joanne. Salut Henriette, enchantée. Super heureuse que tu sois là et que tu aies accepté mon invitation pour cette entrevue. Avec grand, grand plaisir. Très heureuse aussi d'être là. Donc, comme je disais, ça fait un petit moment que je suis ton travail. Et d'ailleurs, je vais te présenter un petit peu à la communauté. Donc, Joanne, elle est coach, mentor et auteur. C'est ça, hein. Et puis tu as même Tout écrit à un fait. livre. Oui, C'est J'arrête le superflu, ton livre. exactement. C'est génial. En plus, j'aimerais vraiment que tu me racontes un petit peu comment est arrivée l'histoire Ouais. par rapport à ce livre. Mm. Et puis ici, tu as une approche par rapport à l'entrepreneuriat qui est vraiment tout dans l'équilibre. Tout à fait. Parle-moi un peu de cet équilibre. Alors, je vais parler de cet équilibre en parlant de mon expérience en fait, et ce qui fait que je m'intéresse à cet équilibre. Ouais. En fait, quand j'étais salariée avant, comme beaucoup d'entrepreneurs. Je sais qu'il y en a qui démarrent et qui directement se lancent dans l'entrepreneuriat. Ça n'a pas été mon cas. Moi, Mhm. j'étais salariée pendant 8-9 ans, et même dans la même boîte pendant 8 ans. Mhm. Et bon, pour un tas de raisons, j'ai changé de voie et j'ai décidé voilà, de me lancer, de lancer mon activité. Mhm. Et ce que j'avais pas du tout anticipé, c'est que au-delà d'apprendre un nouveau métier, c'est important d'apprendre à être entrepreneur aussi. Ouais. Et ça, vraiment, c'est quelque chose. Voilà, si je pouvais revenir en arrière, je regrette absolument pas tout ce par quoi je suis passée, mais si je pouvais revenir en arrière et me dire, Jorène, attention, Ouais. il suffit pas d'apprendre un métier, il faut aussi apprendre à en vivre, mais pas seulement, c'est pas seulement ça, mais c'est à vivre aussi en étant cette nouvelle personne qui est entrepreneur. Et moi, la nouvelle personne que je suis devenue en commençant à être entrepreneur, c'était quelqu'un qui s'est mis à bosser énormément. Mhm. Alors, pas toujours de façon judicieuse, pas toujours de façon super efficace, mais peu importe, je bossais énormément. Je bossais le soir, je bossais le week-end, je bossais en vacances. Mhm. Et j'ai ce souvenir d'ailleurs d'être allée avec mon mari en vacances pendant 8-10 jours en Normandie chez ses parents. Et en fait, je me suis retrouvée, mon mari profitait de ses vacances Ouais. et moi je travaillais. Alors, pas 8 heures par jour, mais au moins 4 à 6 heures par Tous jour. les jours pendant tes vacances. C'était censé être des vacances. Mhm. Et voilà, moi je voulais, en même temps, voilà, quand on démarre son activité, je pense qu'on voit un petit peu son activité comme son bébé. On a envie que ça Ouais. fonctionne, donc on se met à fond dedans. Ouais. Et puis, et voilà. Et le problème, c'est que je me suis pas assez écoutée. Et donc, de fil en aiguille, je pense qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte de ce qui se passait. Je me disais, c'est quand même pas normal. T'es en vacances, il fait beau. T'es en Normandie et il fait beau, ce qui est quand même pas exceptionnel, mais enfin bon, c'était pas mal. Ouais. J'aurais pu en profiter, mais non, j'en ai profité pour bosser, certes dans le jardin, au soleil sous un parasol, mais j'ai pas profité des vacances. J'ai pas pris de vacances. Je me suis pas débranché le cerveau. Mhm. Et Mais là, ton intention quand tu partais en vacances, est-ce que c'était de vraiment t'arrêter complètement ou bien tu pensais de toute façon inclure les non, moments de travail? non, je m'étais dit, ouais, ok, on va en Normandie, on va chez tes parents, mais moi je vais travailler, quoi. Ok. Et c'était une grosse erreur. Et Mhm. je dirais quelques mois plus tard, c'est voilà, ça m'a sauté, ça m'a sauté, ça m'a explosé au visage. Mhm. Pour rester poli, j'ai fait un burn-out. Voilà, donc Mhm. un an d'activité, à pas nécessairement obtenir les résultats que j'espérais, Mhm. parce que finalement mon travail était pas vraiment efficace en fait. Hein, je m'agitais beaucoup. Je pense que il y avait des tas de choses que je savais pas sur l'entrepreneuriat. J'avais des idées préconçues aussi sur l'entrepreneuriat, sur qu'est-ce que c'était. Je savais pas ce que c'était, à quoi c'était censé ressembler en fait Mhm. le quotidien d'une entrepreneur. Ouais. Et voilà, je me suis dit bon, il faut que je travaille quoi, il faut que je fasse des choses. Donc j'ai fait des choses, j'ai travaillé, j'ai mis des choses en place et j'étais pas prête, j'étais pas préparée Ouais. et je me suis pas suffisamment écoutée. J'ai pas écouté les moments où voilà, j'avais besoin de me reposer pour de vrai parce Ouais. que
et c'est pas évident parce qu'il y a la passion qui est là. J'ai toujours fonctionné par passion. Et oui, la passion est là et fait que on a souvent des idées qui viennent, etc. Et c'est bien, oui. et c'est super, et c'est génial d'être inspiré par tout. Mhm. Euh, mais il y a une ligne que j'ai dépassée. Et voilà, ça a été de travailler plus que de raison, de pas savoir m'arrêter pour justement reprendre de l'énergie, recharger mes batteries Mhm. et remonter sur le pont en étant plus efficace pour le coup. Non, en fait, quand je t'entends, c'est un petit peu comme si enfin, tu t'étais complètement oublié là-dedans. Il y avait juste l'entreprise, en fait. Mm -mm. Ouais, exactement, exactement. Et du coup, après ce burn-out, moi honnêtement, j'ai failli tout laisser tomber. En fait, c'est marrant, j'en discutais il y a pas longtemps avec une entrepreneur et je lui disais, mais en fait, je me suis même pas dit à un moment, tiens, je vais arrêter et je vais prendre soin de moi et je vais voir après. Et Ouais, de toute façon, j'étais même plus en mesure de faire, enfin, de penser à la suite, en fait. ouais, J'ai pas eu le choix. Il fallait que j'arrête. Je savais pas si c'était définitif. ouais. Je savais pas si j'allais remonter sur le pont un jour. Voilà, je savais pas. Mais juste, je savais que je pouvais plus en fait. Donc Fallait juste que tu j'ai arrêtes. voilà et j'ai arrêté. Et et finalement, ce qui m'a aidé à remonter sur le pont, mais de façon très progressive. Alors, il y a eu plusieurs choses. Et puisque tu parlais de mon livre tout à l'heure, Ouais. alors c'est marrant parce que je raconte pas l'histoire de cette façon. Donc tu as une exclusivité Wouh! mondiale. En fait, euh, au moment donc j'ai fait mon burn-out et je me suis dit bon, il fallait que j'arrête de travailler dans mon activité. Donc il fallait que je fasse rentrer de l'argent. Ouais. Donc il a fallu fallait que je prenne un boulot, un petit boulot même on peut dire. Mhm. Et à ce moment-là où je me suis dit bon. Prends pas de décision, mais juste t'arrêtes ton activité. J'ai été contactée par les éditions Erol, qui Mhm. m'ont proposé d'écrire le livre que j'ai écrit donc. Euh, et à ce moment-là, je me suis dit bon, je crois que c'est un signe de l'univers. Je crois que l'univers me dit non, Joanne, laisse pas complètement tomber. Mhm. Il y a quelque chose là, juste prends ton temps, tu vas y revenir. Mais voilà, j'ai su à ce moment-là, en fait, au moment où j'ai été contactée par les éditions Erol, j'ai su que j'allais pas abandonner complètement, que j'avais encore des choses, même si ça fonctionnait pas tout à fait comme je voulais. Mhm. Voilà, il y avait des choses à revoir, des choses à repenser dans dans ma façon de faire les choses, mais voilà, j'ai su à ce moment-là que euh, Que tu continuais. j'allais continuer. Je veux une J'aurais pu question. choisir de laisser tomber, mais non. Dis-moi, ça fait au moment où justement où tu vis ça, c'est-à-dire que tu t'arrêtes en ne sachant pas si tu allais revenir, mais que tu es contacté ensuite par les éditions Erol, ça fait combien ça fait combien de temps en fait que tu as commencé l'aventure entrepreneuriale à ce moment-là? À ce moment-là, ça fait à peu près un an. Ok, donc tu es dans la première année, hein? Ouais, 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 effectivement, cette année est assez intense. ouais, c'était intense parce que oui, enfin ouais, je suis. Alors c'était intense à différents niveaux aussi parce que en fait, je me suis pas rendu compte que je me suis mis énormément de choses sur le dos finalement en Mm. même temps. Ouais, Parce qu'au même moment, le moment où j'ai démarré mon activité, c'est aussi le moment où donc je suis parisienne, ouais, mais c'est aussi le moment où on a déménagé à Bruxelles avec mon mari. ouais. Donc dans une ville où je connaissais personne, à me retrouver finalement loin de mes habitudes. Moi, j'ai toujours vécu à Paris ou en proche banlieue. Mhm. Voilà, loin de mes habitudes, loin de mes amis aussi. Et Skype, c'est bien, mais c'est pas la même chose que quand on a un coup de mou et voilà, quand on a besoin d'un gros hug de sa meilleure amie, bah, c'est pas Ouais, la même chose par Skype. C'est quand même un peu plus difficile. ouais. Donc en fait, je crois que j'ai pas réalisé. J'ai surestimé pas mes capacités, mais j'ai surestimé peut-être. Ou sous-estimer ce que ça impliquait, Ouais, tout ça. parce que c'est pas une question justement de manque de capacité, Mhm. etc. C'est juste que méconnaissance en Et fait. voilà. Uhum. J'avais une méconnaissance de la situation dans laquelle j'allais aller. Tout Ouais. était nouveau. Mhm. Donc j'y suis allée avec beaucoup d'enthousiasme, mais pas forcément un plan. Et voilà. Et tout ça c'est produit comme ça. Mais Mais je t'entends, en fait, ce qui est marrant, c'est que pendant que tu le racontes, tu nous envoies quelques pistes. Comme tu dis, tu es allé sans connaître réellement, donc une méconnaissance réelle de la situation et pas vraiment de plan. Donc, mm, si c'était à refaire en réalité, pour vraiment être plus en contrôle ou en tout cas plus relax dans cette situation, ce serait en fait de quoi? Avant de se lancer, il faut avoir tout préparé?
Pas nécessairement, parce que je vais te dire un truc, je regrette absolument pas tout Exact. ce par quoi je suis passée, et Dieu sait que ça n'a pas été facile du Mhm. tout, hein, du tout. Mais je regrette absolument pas parce que je pense que si j'avais été dans ma zone de confort, si j'avais lancé mon activité en étant à Paris, Mhm. peut-être que j'aurais pas fait les choses différemment, je pense, mais j'aurais peut-être laissé tomber Mhm. plus facilement. Et ouais, je pense qu'en fait, je pense que de vivre tous ces passages assez difficiles, ça m'a permis justement de me renforcer. Enfin, je pense que c'est important d'échouer en fait. Et je suis Ouais, contente d'avoir échoué vite. ouais, ouais, Parce que plus on échoue vite et plus on apprend. ouais. Et tant qu'on est dans sa zone de confort et que tout fonctionne, moi j'avais, franchement, euh, alors j'avais probablement un gros manque de confiance en moi Mhm. à des tas de niveaux. Tu sais, j'ai souffert de syndrome de l'imposteur pendant des années, pendant 8 ans où j'étais dans la même boîte. Je souffrais du syndrome de l'imposteur. Je me disais, mais un jour ils vont se rendre compte que ce que je fais, n'importe qui peut le faire, que je suis Ouais. pas si bonne que ça, etc. Enfin, j'avais vraiment toujours ce truc. Donc j'avais quand même un manque de confiance en moi. Et si on m'avait dit, Johan, tu vas tomber, tu vas faire un burn-out, et ça va pas marcher comme tu veux, mais tu vas te relever, et tu vas te relever encore, et tu vas essayer d'autres trucs. Et au bout d'un moment, tu vas devenir complètement inemployable, mais vraiment, tu vas devenir une entrepreneur. Franchement, je pense que j'aurais pas cru en fait. Mhm. Et je pense que de vivre tout ça, ça m'a permis aussi de me renforcer, de tester mes limites, de voir de ce que j'avais dans le ventre finalement. Mhm. Tout à fait. Il y a un Euh, truc aussi que tu dis, tu sais, il faut échouer, il faut échouer vite aussi. Moi, j'ai un peu la sensation que quand tu as échoué, mais vraiment, mm, mm, au moment où tu te relèves avec une force et une conviction. Tu sais ce que tu n'accepteras plus, mm, ou mm. il y a des choses qui deviennent non négociables, et c'est ce qui te donne finalement ta direction. C'est clair, c'est clair. C'est ouais, c'est exactement ça quoi. C'est ouais, les choses sont différentes en fait une fois qu'on a vraiment échoué. Évidemment, on parle pas de. Oui, des fois, bah oui, on peut planter un rendez-vous, je sais pas, quelqu'un qui va faire Mhm. un appel de vente et qui va se planter. Bon, bah c'est pas Ouais. très grave, c'est juste un appel, mais quelqu'un qui se plante complètement, qui se retrouve à faire un burn-out, que son activité va pas tout à fait comme Ouais. elle veut, etc. Enfin, voilà, c'est on sort pas de cette expérience indemne, mais de façon, enfin, je dis ça de façon positive, quoi. Mhm. Effectivement, on en sort. Transformé. Ouais. Ah ouais, Ouais, ouais. hein. Ah, je suis plus la même personne, quoi. Et tant mieux. Si tu me Donc pas que parlais je... alors un petit peu justement de qu'est-ce qui a changé alors? En quoi tu t'es transformée à ce moment-là? Est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans ton livre? Non, parce qu'en fait, alors, je vais... Désolée, on va faire un petit peu de Vas-y, ça. je te suis, vas-y. En fait, mon livre, finalement, il a assez peu à voir avec mon activité. Ah. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est, alors j'essaie de me souvenir pendant combien de temps, mais en fait pendant quelques années, mon blog donc s'appelait avant Vie Simple, Mhm. vie-simple.fr. J'ai toujours le nom de domaine qui est redirigé vers mon site actuel. Et en fait, si les éditions Erol m'ont contacté, c'est parce que j'avais ce blog Vie Simple sur lequel en fait je parlais. Donc j'ai commencé à écrire sur ce sujet-là. J'étais encore salariée, je pensais pas devenir coach, etc. Ça contribue, c'est ce qui finalement, je pense que ce blog a contribué aussi à me mener sur le chemin du développement personnel. Mhm. Euh, Parce que en fait j'ai commencé à écrire sur le sujet de la simplicité et du minimalisme, parce que j'en suis arrivée à un moment donné à la conclusion que j'avais, et que j'étais pas la seule, j'avais tendance à chercher le bonheur au travers des objets, Ouais. des possessions matérielles, alors qu'en fait, bon, bah, finalement, le bonheur, il est en nous, et on n'a pas besoin d'objets pour ça. Alors, c'est bien les objets, bon, j'ai encore, j'achète des trucs et tout, mais j'avais vraiment, c'est pas que j'avais un problème, je pense que c'est propre à chacun, à chacune, chacun voit midi à sa porte, Ouais. mais moi, en tout cas, j'étais pas satisfaite, j'étais pas heureuse de constater que voilà, j'ai eu pendant un moment, vraiment, j'ai identifié que j'avais un problème d'achat compulsif. Mhm. Et en fait, j'ai travaillé là-dessus, j'ai identifié d'où ça venait, j'ai travaillé dessus, etc. Et donc, je me suis intéressée à la simplicité, au désencombrement matériel. Donc, sur mon blog, je partageais un petit peu mon chemin, en fait. Comment, voilà, comment j'ai choisi de désencombrer, qu'est-ce que ça m'apportait, etc. Et Ouais. donc, finalement,
Bah j'imagine que les éditions Erol, voilà, sont tombées, ils sont tombés sur mon blog. Est-ce que ton blog était populaire à ce moment-là? Il y avait beaucoup de... Alors en fait, ce qu'il y avait surtout, c'est que j'étais la seule francophone à avoir un blog sur le sujet, tenu à jour, vraiment mis à jour régulièrement. Et pendant aussi longtemps. Maintenant, je ne blogue plus sur la question, mais j'ai vu des blogueurs francophones bloguer sur le sujet, mais ils ont blogué 3 mois, 4 mois, 6 mois, et puis après, ça s'est arrêté. Moi, je continuais de bloguer sur la question. Donc, c'est ça. Et je pense que c'est un secret aussi pour beaucoup de choses. L'importance de la régularité, l'importance de continuer, même s'il y a peu de monde. D'ailleurs, je bloguais pas avec une arrière-pensée, en fait, hein. Je bloguais juste, c'était pour moi, ça me faisait, enfin, j'ai toujours blogué, ça fait 14 ans que je blogue. Donc, avant que ça s'appelle un blog, j'avais déjà un blog et je racontais ma vie sur Internet, en fait. Donc, pour moi, parler, avoir un blog, écrire, c'était naturel et je faisais ça juste parce que ça me faisait plaisir de partager avec les autres et que probablement j'avais un petit fond de narcissisme en moi. J'adore ce que tu partages parce que finalement c'est pas vraiment une question de popularité, c'est vraiment simplement de la rigueur et de la constance dans ce que tu fais. Mais voilà, c'est de la constance et puis finalement je pense que mais c'est fou en fait, c'est que je comprends pas pourquoi les autres francophones se sont arrêtés en fait et ouais, voilà. Moi, j'ai continué. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre en fait qui aurait pu écrire ce livre si quelqu'un d'autre avait continué et que moi je m'étais arrêtée en fait. Et l'écriture du livre, comment ça se passe alors? Parce que c'est le premier livre que tu écris. Comment ça se passe au moment où on te contacte? Au début, je croyais pas. Tu sais, c'est le truc que je disais tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur. Au début, je croyais que c'était une blague. Non, c'est ma gueule. En plus, je pensais que c'était quelqu'un qui essayait de me faire une blague. Je sais pas. Vraiment une arnaque ou un truc. Parce qu'en plus, franchement, les éditions Erol, pour moi, ça avait une connotation particulière parce que donc avant, je bossais dans la création de sites internet. Et je me souviens très bien quand j'étais en formation, donc il y a super longtemps, les bouquins d'informatique, enfin les références, etc., c'était aux éditions Erol. Donc quand je suis contactée par les éditions Erol, je me dis, oh, mais c'est un truc super, enfin c'est top, quoi. C'est vraiment un truc, c'est un gros truc, quoi. C'est sérieux. Et voilà, donc au début, j'y croyais pas. Tant que le contrat n'a pas été signé, même si on avait parlé, échangé, tant que le contrat n'était pas signé, mais après, même, je trouvais le moyen de me dire, non, mais tant que le livre est pas sorti, je n'osais pas trop en parler parce que je me disais, mais si jamais il change d'avis? Si jamais, finalement, il décide que, ouais, non, c'est pas terrible et voilà. Et bon, finalement, ça s'est passé, donc tout est bien allé. Et, en fait, l'écriture de ce livre, donc, moi, en parallèle, j'étais en train de me remettre de mon burn-out. Donc, au moment où j'écris ce livre, et en fait, ma foi, j'ai écrit ce livre comme j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, et c'est pas plus mal. Et je me suis rendu compte que c'était pas grave et que c'était pas forcément un défaut. C'est que je l'ai fait un peu comme je fais beaucoup de choses. Et pourquoi? Parce que je suis une perfectionniste et que si je m'y prends trop à l'avance, qu'est-ce qui se passe? Je passe mon temps à me remettre en question, à vouloir tout refaire et c'est beaucoup de stress et je suis jamais satisfaite. Du coup, je dois avouer que je l'ai commencé relativement en avance et après j'ai eu une période pendant laquelle je me disais, non, il faut que j'y aille, il faut que j'écrive, et j'écrivais pas. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, oh, dis donc, la deadline, elle approche. Donc voilà, méthode Pomodoro. Voilà, travail intensif comme ça, voilà, des journées entières intensives, sans distraction. Et j'ai terminé l'écriture de mon manuscrit. Vraiment, je devais l'envoyer le lundi, le dimanche en fin de journée. J'étais en train de terminer, de corriger ce que j'avais écrit. Et voilà. Et puis finalement, en parlant de perfectionnisme, finalement, je suis contente d'avoir fait entre guillemets à la dernière minute et de pas m'être laissée emporter par le perfectionnisme parce que quand j'ai eu quand on m'a fait un retour en fait sur mon manuscrit, on m'a dit que c'était très bien en fait et il y avait très peu de corrections. Alors que j'aurais pu passer des mois en fait à essayer de corriger, recorriger, améliorer. Ah non mais c'est pas assez bien. Et en fait, il y a eu très peu de corrections à faire. Donc un message à toutes les perfectionnistes qui nous regardent. Ne vous laissez pas plomber, paralyser par le perfectionnisme parce que on a tendance à être beaucoup trop exigeante envers nous-mêmes et finalement ce qui pour nous est pas assez bien, ça peut être très bien pour le reste du monde en fait. Tu sais, c'est marrant ce que tu dis là.
je ne sais pas si je me considérais comme perfectionniste, mais j'aime quand les choses sont bien faites. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que dans la création, il faut tout simplement qu'il y ait une deadline, point à la ligne. Et je pense que nous fonctionnons tous de la même façon, c'est que la deadline nous oblige à livrer quelque chose à cette date-là. Donc, peu importe le temps que tu vas donner avant, je pense que le avant, en tant que créatif, sert simplement à rassembler ses idées, à laisser la visualisation et, si tu veux, l'intention se préciser pour que réellement ça se fasse. En tout cas, moi, je ne me considère pas comme perfectionniste, mais j'aime faire les choses juste avant la deadline pour ne pas avoir ces remises en question, pour permettre au premier jet d'exister. Tout simplement. Puis, est-ce que tu l'as revu ton livre depuis? Est-ce que tu l'as changé, corrigé ou des choses comme ça depuis qu'il a été publié? Est-ce qu'il y a eu d'autres versions ou bien c'est encore la version initiale? C'est encore la version originale. Alors, il y a probablement des choses que j'ajouterais, ou voilà. Mais, non, mais voilà, j'étais contente de moi. Oui, c'était bien, écoute. Voilà. Mais, en fait, oui, par rapport au deadline, effectivement, je trouve ça super important. Et tu vois, ça c'est un des trucs, c'est une des erreurs que j'ai faites aussi au début de mon activité. Je pense c'est que j'avais pas d'objectif en termes de projet, tu vois, de lancer des trucs particulièrement. Donc j'avais pas ça, et donc j'avais pas de deadline. Et moi, un truc qui fonctionne très bien pour moi. Donc je suis une perfectionniste, mais régulièrement, je lance dans le monde, dans l'univers, des choses qui sont probablement pas parfaites, mais qui ont le mérite d'être faites et d'être offertes au monde. Et je me fixe des deadlines avant de faire, en fait, tu vois, avant de lancer un programme, une formation, quelque chose. Je dis à mon audience, voilà, j'ai ça, donc j'ai des idées. Je sais de quoi je vais parler, je sais à peu près les grandes lignes. Et je dis à mon audience, voilà, je vais lancer ça à telle date, vous pouvez, et à la limite, je vends, entre guillemets, avant, c'est pas entre guillemets d'ailleurs, je vends avant d'avoir fait le truc. Et comme ça, alors là, c'est le meilleur moyen de s'assurer de faire un truc dans les temps, c'est d'avoir vendu avant d'avoir commencé à travailler dessus. Mais au moins, voilà, il y a une deadline, et franchement, voilà, j'ai jamais été aussi efficace que depuis que je fixe des deadlines de façon publique et que je dis, voilà, à telle date, il y a ça qui arrive. Et des fois, ça veut pas dire que c'est gravé dans le marbre. Ça veut pas dire que des fois on a un problème technique, des fois, je sais pas, on est malade, ou il peut arriver n'importe quoi, mais il suffit de communiquer et de dire, bon bah voilà, il y a un petit contretemps, mais voilà, c'est pas grave aussi, c'est important de se déculpabiliser de certaines choses, d'arrêter de croire que les gens sont malveillants et que personne va comprendre. Non, les gens comprennent, les gens sont gentils globalement. Évidemment, il y a des gens pas sympas un peu partout, mais globalement, les gens sont pas si méchants que ça. Ils comprennent très bien à partir du moment où on communique. Et si on a, voilà, si on prévoit une date et que finalement on n'arrive pas à signer pour X ou X raison, à partir du moment où on communique, il n'y a jamais aucun souci. Ouais, j'adore ça. C'est exactement aussi la méthode que j'utilise. Et selon moi, il n'y en a pas une autre qui fonctionne, en fait. Si tu veux être en mesure de produire et de livrer régulièrement et de t'améliorer, il faut publier des dates, il faut livrer. Et puis ensuite, il y aura une version 2, une version 3. Enfin, ça s'améliorera après, tu vois. Mais et je pense aussi que c'est de ne pas se mettre la pression sur ce qu'on crée. Et c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la relation, en fait, tu vois. Ouais. Et dis-moi maintenant un petit peu, si on revient à cette histoire d'équilibre. Oui, on part un peu dans... Et puis on peut y passer la journée, hein, avec moi, attention, hein, parce que... Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est des sujets qui passionnent de toute façon, puisqu'on s'adresse à des femmes entrepreneurs, des créatives. Donc, c'est toujours cool de retrouver quelqu'un qui passe à travers les mêmes choses que nous. Alors, donc, quand tu parles d'équilibre dans ton cas, parce que là, tu as fait un burn-out, après avoir vraiment bossé, genre, t'étais entrepreneur, donc tu bossais le matin jusqu'au soir, les vacances passées dedans, pas de pause, tu as bossé à fond. Là, tu te dis, OK, je reprends, mais à quelles conditions? En fait, je me suis pas dit à quelles conditions. En fait, je me suis dit, je reprends, mais je fais les choses différemment. En fait, ce qu'il faut savoir, je suis une problème solveuse. J'ai besoin de comprendre les choses, et j'avais besoin d'abord de comprendre pourquoi je m'étais retrouvée dans cette situation. Et j'ai compris, j'ai analysé un petit peu ce que j'avais fait, comment je m'étais... Alors, ce que je voudrais préciser aussi, c'est que j'ai fait tout ça, et pourtant, je me suis fait accompagner par un coach.
Ah, t'avais un coach. Donc, j'avais un coach pendant les 6 premiers mois de mon activité. Donc voilà, ce que je veux dire aussi, c'est que j'avais conscience quand même que toute seule, j'y arriverais pas, etc. Mais c'est bon, ça, on pourrait parler tellement pendant des heures. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est tellement quand on est entrepreneur, je pense qu'il s'agit d'ajouter tellement d'ingrédients pour que ça fonctionne au top du top, quoi, finalement. Et parfois, finalement, c'est comme une relation amoureuse. Parfois, l'amour ne suffit pas pour qu'une relation fonctionne. Parfois, avoir un coach, ça suffit pas pour que l'activité fonctionne et que tout se passe bien. Et voilà. Donc, j'ai revu, en fait, ma façon de faire. Je me suis rendu compte de plusieurs choses. Je me suis rendu compte déjà que j'avais pas de vision. J'avais pas de vision réelle à long terme. En fait, j'étais, je pense, trop focalisée sur bon, bah maintenant il faut que je gagne de l'argent. Comme avant, j'étais salariée et je gagnais de l'argent tous les mois. Donc mon truc, en fait, je voyais trop près, quoi. Je voyais activité de jour en jour. Il faut que je gagne de l'argent, en fait. C'était ça. Mais j'avais pas une vision à long terme. Je me disais pas, tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire de mon activité, qu'est-ce que j'aimerais que ça me permette de faire, de vivre, d'être. Ça, je voyais pas ça. Donc j'avais trop le nez dans le guidon sur mes petites tâches du quotidien. D'une part, j'étais trop centrée sur les chiffres, en l'occurrence sur l'argent et plus précisément sur le manque d'argent. Et je pense sincèrement que quand on est guidé par la peur, parce que être guidé par le manque d'argent, et c'est pas juste la nécessité d'en gagner, c'est le manque d'argent. Donc j'ai pas d'argent, il m'en faut. Quand on est guidé par des émotions comme ça, c'est qu'on est guidé par la peur et pas par l'amour, par la passion. Il y a des personnes pour qui ça peut fonctionner dans une certaine mesure, mais juste elles vont pas se sentir alignées. Pour moi, ça ne marche absolument pas. C'est-à-dire, quand je suis guidée par la peur, je peux faire n'importe quoi, ça va pas marcher. Juste l'univers me renvoie pas en échange rien. C'est le vent, j'entends mon écho, je dis coucou, j'entends mon écho, il se passe rien, quoi. Donc voilà, c'était important que je me reconnecte à la passion, parce que j'ai toujours fait les choses par passion. J'ai fait des études de psycho, j'ai arrêté la psycho parce que j'ai découvert le web et ça m'a passionné. J'ai fait je veux faire du web. Voilà, j'ai fait du web, ça m'a passionné. J'ai arrêté le web, je suis retournée vers l'humain parce que ça m'a passionné. Je suis comme ça, j'ai besoin de suivre ce qui me passionne, ce qui me plaît. Mince, j'avais. Et donc tu étais en train de observer tout ce que tu avais fait et comment tu avais. Et autre chose aussi qui n'allait pas dans ce que je faisais, donc en dehors du fait d'être guidée par la peur, c'est que je me suis travestie, en fait. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de croyances limitantes sur lesquelles j'ai pas suffisamment travaillé au démarrage de mon activité. Donc, je pensais qu'il fallait que je sois une autre. Et quand tu mets beaucoup d'énergie à essayer d'être quelqu'un d'autre, à mettre un petit tailleur virtuel pour avoir l'air sérieux, et même si au fond de toi tu te dis mais non, mais les gens devraient m'apprécier tel que je suis, mais que quelque part il y a une petite voix qui te dit mais non, mais Joanne, parce que bon là on voit pas, mais j'ai le bras entièrement tatoué, j'avais un piercing à la lèvre, je me disais mais non, mais il y a des gens qui me feront pas confiance. Il y a une petite voix qui me disait les gens te feront pas confiance s'ils voient que t'es tatoué, que t'as un piercing, etc. Et voilà, ce qui faisait que j'étais pas moi-même, j'étais pas au top. Il y avait rien de, voilà, il y avait un manque de flow, tu vois, de naturel, et donc rien que le fait de comment dire, de m'exposer au monde, c'était un effort déjà qui me prenait beaucoup d'énergie. Donc je dépensais beaucoup d'énergie finalement et de temps aussi. À essayer de rentrer dans un moule qui ne me convenait pas. Et puis, il y avait cette histoire de vision que j'avais pas. Et voilà, et donc je me suis rendu compte que si je changeais un petit peu les choses, si j'essayais de rajouter un peu plus de plaisir dans ce que je faisais, si j'essayais de miser d'abord sur le plaisir, l'authenticité, et mes grands rêves, si je m'autorisais à rêver, à voir grand, peut-être que les choses allaient être différentes. Et effectivement, les choses ont été différentes. Parce que
ben tout d'un coup, quand tu prends du plaisir dans ce que tu fais, prendre du plaisir dans ce que tu fais, c'est être connecté à tes émotions. Être connecté à tes émotions, c'est être connecté à toi-même de façon générale. Et donc, tu sais, tu sens quand tu ne sens pas quelque chose, quand tu te connectes plus à ton intuition, tu vois. Donc, tu sens quand, voilà, quand tu as besoin de recharger tes batteries, quand tu as besoin d'être inspiré, quand tu as besoin de... tu vois, aujourd'hui, je fais plus des journées à faire... Je comprends que pour moi, ça ne fonctionne pas de passer... sauf cas extrême, évidemment, pour le bouquin, j'ai eu, comme c'était un peu de dernière minute, oui, des journées entières à bosser sur une chose, mais moi, ça fonctionne pas, en fait, de rester le nez dans le guidon toute la journée sur un truc. Ça ne fonctionne pas. J'ai besoin de varier un peu les plaisirs, de faire les choses différemment, et j'ai besoin de temps de repos. J'ai besoin de me changer les idées. J'ai besoin, à un moment donné, de faire l'idiote et peut-être de danser et de chanter, de mettre la musique à fond pendant 10 minutes, et ça va me faire du bien. Et puis voilà. Et c'est important. Et j'ai vraiment compris que ouais, c'était important de me respecter un peu plus, d'être plus bienveillante envers moi-même et d'écouter ce rythme et d'écouter mon cœur, en fait. C'est ça, quoi. Comment tu en arrives à ça? Parce que c'est des questions que j'ai souvent, à chaque fois que je parle de ces notions, et j'ai souvent la question, mais de quel ressenti est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu fais pour savoir reconnaître ces ressentis? Dans ton cas, comment est-ce que tu en es arrivé? Parce que je sais pourquoi les gens posent cette question. C'est que quand tu nages dans un genre de mal-être général, forcément, c'est difficile de reconnaître des signaux parce que, de manière générale, tu n'es jamais vraiment totalement bien. Ton boulot ne te plaît pas particulièrement, ton style de vie est bof, enfin bref. Donc, forcément, ces signaux peuvent se perdre là-dedans. Donc, toi, au moment où tu dis que tu as fait ce burn-out et que tu étais donc entrepreneur, est-ce que tout était mauvais dans ce que tu faisais avant ou bien c'était juste une question de corriger certaines choses? C'était une question de corriger certaines choses, mais... tu vois, il y a un truc important. Donc, après le burn-out et quand j'écrivais mon livre, j'avais un job à temps partiel. J'étais barista. J'ai fait des études. Voilà, je me suis retrouvée voilà, j'avais plus 20 ans. Voilà, je me suis retrouvée à faire un job pour lequel j'avais plus voilà, je me serais jamais vue faire ça. J'ai fait aussi des petits boulots. Difficile physiquement, j'étais dans la rue à bosser pour des ONG, à demander de l'argent aux gens dans la rue. Vous vous rendez compte? Ça, c'est... Y compris sous la... Non, mais voilà, ça, c'est un truc dont je parle pas souvent, mais voilà, j'ai fait ça, ok? Avec, en fin de journée, parce que t'as passé la journée sous la pluie, à te faire envoyer bouler par tout le monde, parce que personne veut donner de l'argent, même si c'est pour une ONG super. Tu rentres chez toi et tu te rends compte que personne t'a dit que ton mascara avait coulé jusque-là parce que t'étais sous la pluie, tu vois. C'est dur. Enfin, tu vois, j'en rigole aujourd'hui, tu vois, mais franchement, il y avait des moments durs, tu vois, et il y a un truc qui m'a tenue, c'est, alors, oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est, quand il y a un truc qui va pas, c'est important, en fait, d'arriver à retirer au maximum ce qui parasite un petit peu l'action. L'argent, le manque d'argent, c'est un truc qui parasite l'action quand on est entrepreneur. Et, moi, j'ai fait des petits boulots pour avoir le minimum d'argent. Qui te donne la paix. Qui me donne le minimum de paix où je peux me dire, bon, allez, les factures de base... sont payées. Voilà. Et ça demande parfois de ravaler un peu sa fierté. Ça fout les boules, mais quand il y a ça qui est levé, on peut au moins... Et du coup, dans le temps qui reste, je travaillais à temps partiel, donc dans le temps qui reste, j'ai jamais été aussi efficace dans mon business parce que j'avais peu de temps. Et j'avais pas l'intention de rester à bosser à temps partiel comme ça. Donc, sur le peu de temps que j'avais, je faisais en sorte que les choses avancent. Je perdais pas mon temps, j'étais efficace. Et c'était pas facile tout le temps parce qu'il y avait des fois, voilà, j'étais claquée. C'était des boulots physiques, moi qui avais passé des années assise derrière un ordinateur, des boulots où je suis debout toute la journée. C'était pas facile, quoi. Et je suis pas une sportive en plus. Donc voilà, mais au moins, la question de l'argent qui était vraiment problématique,
c'était mis de côté. C'est génial. Donc, tu dis en fait finalement que pour ces personnes qui ont du mal à reconnaître ce ressenti, c'est d'abord d'éliminer ce qui crée le parasitage finalement. Ouais. Et souvent, quand on démarre son activité, c'est une question d'argent. Après, il y a des gens qui sont salariés et pour qui ça se passe pas nécessairement bien. Alors, là, dans ce que je vais dire, je parle pas des gens qui sont en situation de souffrance au travail, mais des gens qui sont juste pas satisfaits de leur travail. Je vais vous dire une chose, c'est que moi aujourd'hui, il y a des choses dont je suis pas satisfaite dans ma vie. Mais est-ce que je laisse ça se mettre en travers de ma route? Non, je m'en sers comme en fait deux choses. Une, je sais faire preuve de gratitude pour ce que j'ai. Et ça, c'est super important. Je pense que pour pouvoir donner le meilleur de soi-même dans son business et obtenir la vie qu'on désire, je pense qu'il faut d'abord être capable d'apprécier ce qu'on a aujourd'hui. Quelqu'un qui est pas capable d'apprécier les bonnes choses qu'il a dans sa vie, même quand ça va pas à 100% bien, il y a des chances pour qu'il soit perpétuellement insatisfait. Moi, j'étais perpétuellement insatisfaite avant, même quand j'avais un salaire tous les mois, j'étais peinarde, on me faisait pas chier dans mon job, j'avais des collègues super, etc. J'étais pas tout à fait satisfaite et voilà, et j'avais des tas de raisons de pas être satisfaite. J'ai un historique personnel de dépression, d'anxiété, de phobie, de machin. Je veux dire, je sais ce que c'est de pas être satisfaite, de pas être bien, voilà, j'ai été sous antidépresseur pendant 10 ans quand j'étais salariée, c'était pas à cause du boulot, mais voilà, je faisais des crises d'angoisse dans les transports, je pouvais pas aller bosser en fait. Juste, je pouvais pas prendre les transports, donc j'étais sous antidépresseur pendant 10 ans. Donc je sais, c'est pour relativiser un petit peu que je raconte ça. Je sais ce que c'est de pas être satisfait de sa vie, je sais ce que c'est de faire des crises d'angoisse, d'être en dépression, etc. Je connais. Mais je sais aussi que faire preuve de gratitude, c'est super important et ça s'apprend. Et j'ai appris à être capable d'apprécier ce que j'avais. Et quand on est capable de ressentir une émotion positive au quotidien, quand on est capable de développer son optimisme au quotidien, alors les obstacles, on les voit pas de la même façon. J'adore ce que tu dis. Mais cool. c'est ça, et après je pense que tu vois les émotions, enfin le positif attire le positif quoi. Enfin c'est tout bête, tu vas attirer des personnes plus positives dans ta vie aussi parce que tu vas rayonner quelque chose de différent, tu vas t'ouvrir aux opportunités, tu vas voir des choses quand naturellement tu cherches à voir les choses pour lesquelles tu pourrais avoir de la gratitude, quand tu cherches à voir ce qui va bien autour de toi, tu vas voir plus de choses qui vont bien autour de toi et tu vas attirer des expériences positives et tu vas attirer des personnes positives et tu vas attirer des tu vois là ça remplit, rien que d'en parler ça remplit mon cœur de joie, je pourrais presque me mettre à pleurer d'émotion parce que je suis quelqu'un de sensible, mais parce que c'est quand tu arrives à développer ça, c'est juste beau, quoi. Et je peux te dire, enfin voilà, tu peux avoir des moments difficiles et on a tous des moments, je me plains, je veux dire, je vis à Bruxelles, là il fait beau, mais les 3/4 du temps il fait moche, quoi. Voilà. Le nombre de fois où j'ai dit, voilà, moi j'ai plus envie de vivre à Bruxelles, j'ai envie de déménager, j'en parle avec mon mari, on sait pas trop où on va aller, etc. Donc pour l'instant on se précipite pas. Je pourrais me contenter de me dire, putain, mais j'aime pas vivre à Bruxelles, mais j'aime pas ça. Alors oui, je le dis aussi, mais je me focalise sur qu'est-ce que je peux faire pour quitter cette situation. Et en fait, beaucoup de gens ont tendance à se concentrer sur ce qui va pas, mais en mettant trop l'accent sur ce qui ne va pas et ce sur quoi ils n'ont pas de pouvoir. C'est terrible ça, parce que ça nourrit juste l'impuissance. Mais c'est ça, et c'est terrible, plus on se sent impuissant, plus on l'est, et plus on est paralysé. Quand on n'est pas content de ce qu'on vit, première chose à faire, c'est essayer de voir, bon, sur quoi je peux vraiment faire quelque chose, quoi. J'ai un contrôle dans quelque chose. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aller mieux, ne serait-ce qu'aller mieux, parce que aller mieux, ça demande pas grand-chose. Des fois, c'est se faire un chocolat chaud, ou aller se balader, ou j'en sais rien. Juste aller mieux, c'est ce qui compte, en fait. C'est clair. Et tu vois, le truc de la gratitude pendant toute une période, je sais plus combien de temps, en fait, je postais sur les réseaux sociaux tous les jours une gratitude. Donc tous les soirs, c'était devenu le petit rituel. Je postais un truc pour lequel j'avais de la gratitude. Et il y a des jours, je me disais, putain,
il s'est rien passé. Et aujourd'hui, il se passe rien, putain. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? On m'attend. Et donc, du coup, eh ben, franchement, quand tu te fixes un challenge, j'adore les challenges, je trouve que c'est un moyen super de se mettre un coup de pied au derrière. Quand tu te fixes le challenge de dire, allez, tous les jours, je vais dire sur Twitter, Facebook, peu importe, un truc pour lequel j'ai de la gratitude, ben, quand il y a un jour où tu vois rien qui se profile, même si, genre, t'as pas eu d'interaction avec quelqu'un dans la journée, genre, c'est dimanche, un jour férié, t'as vu personne, ben, tu vas provoquer le truc qui va te faire du bien. Et je me suis retrouvée comme ça des fois à provoquer le petit truc parce que bah il faisait moche, j'avais vu personne, j'étais toute seule et bon bah je vais faire un truc qui va me faire plaisir et ça illumine ta journée et c'est un détail mais voilà quand t'arrives à faire ça, comme tu dis ça demande pas énormément de choses et encore une fois oui ça soigne pas une dépression mais ça aide en tout cas au quotidien c'est des petits changements. Bah, c'est que la joie, c'est un choix, hein. C'est pas quelque chose qui te tombe dessus, hein. Tu dois choisir d'être joyeux et de faire des activités qui te rendent joyeuse. C'est clair. Et dis-moi un petit peu, quand on va sur ton site, on voit que tu dis que c'est pour les entrepreneurs qui veulent tout. Ouais. Le temps, le fun, self-care, simplicité. Et est-ce que toi, aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'avoir tout? Pas toujours en même temps, mais c'est ça aussi, tu vois, quand je parle d'équilibre, d'avoir tout, et je crois que j'avais écrit un article là-dessus, mais en fait, je pense qu'on peut tout avoir, et c'est vraiment une question, en plus, particulièrement pour les femmes, parce que, alors même si la société évolue, mais on veut la carrière, on veut parfois pas nécessairement aussi le mec ou la nana et un enfant, et ceci, et on veut plein de choses. Mais c'est pas évident et c'est aussi pour ça que je m'intéresse particulièrement aux femmes parce que c'est pas forcément évident, surtout pour celles qui veulent ou ont des enfants, mais qui veulent aussi avoir une carrière. Il y a parfois un côté culpabilisant à... Moi, j'ai pas d'enfants, mais je sais que pour certaines, il y a un côté culpabilisant à... je me consacre à ma carrière, mais alors mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vis pas de la même façon du coup parce que j'ai pas d'enfants, mais ça peut être avec les amis ou mon mari parfois, voilà, où je vais être vachement centré boulot et peut-être un peu moins vers mes proches. Et je pense que c'est ok parfois de reconnaître que il y a des moments où on va être plus focalisé sur un aspect de notre vie. On n'est pas tenu de chercher. Enfin, l'équilibre parfait, ça n'existe pas. C'est pas ça. En plus, je ne crois pas moi que ce soit. Moi, en tout cas, quand je pense à équilibre, je ne pense pas spécialement d'avoir tout tout à chaque instant en parfaite proportion, tu vois, genre un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. C'est plus d'avoir tout ça présent dans sa vie, tout simplement. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ouais, c'est juste de savoir, voilà, que c'est là, que c'est à portée de main. Et de toute façon, c'est une histoire de choix. Tu vois, j'aime beaucoup quand tu as dit que voilà, c'est une histoire de choix, quoi, d'être heureux, d'être joyeux. Et moi, ce que j'espère, c'est que j'arrive à inspirer les femmes qui me lisent à se rendre compte qu'elles ont la possibilité de choisir tout le temps. Elles peuvent choisir à un moment donné de se focaliser plus sur leur business. Elles peuvent choisir à un moment donné de se focaliser plus sur leur mari ou leur femme, ou leurs enfants, ou leurs amis. Et il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à complexer. Et voilà, moi j'ai le sentiment d'avoir tout, pas en même temps. Mais ça me va très bien. De toute façon, qu'est-ce que je veux que je fasse avec tout en même temps, quoi. Ça, c'est pour le burn-out assuré encore. Mais oui, c'est ça. Après, t'as trop, tu sais plus où donner de la tête. C'est juste pas possible. On n'a pas assez d'heures dans une journée, dans une semaine. Enfin, à un moment donné, c'est une question de priorité, en fait. Il y a des moments où on aura certaines envies. À un autre moment, ce sera d'autres envies. C'est très bien comme ça. Et c'est ça qui compte, en fait. Et c'est ça, tu vois, quand je parle d'équilibre, finalement, je parle d'équilibre parce que souvent, c'est les mots qui sont utilisés, mais en réalité, moi, ce que je mets derrière l'étiquette équilibre, c'est plutôt harmonie, en fait. Tu vois, pour moi, c'est plus une question d'harmonie. C'est arriver à harmoniser le tout pour que ce soit vivable et agréable, même plus que vivable, tu vois, agréable, chouette, qu'on soit dans le flow et que la vie soit belle et qu'on soit épanoui, même si tout n'est pas toujours parfait. Et c'est tant mieux. J'adore. Écoute, c'est vraiment ça, hein, c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui. C'était pour savoir justement, connaître un petit peu ta vision derrière ça. Et maintenant, j'aimerais savoir un petit peu avec ton parcours, de quelle façon est-ce que tu travailles avec les femmes en fait?
Alors, c'est-à-dire de quelle façon, en fait? Est-ce que tu peux préciser ta De question? quelle façon? C'est-à-dire, si voilà, moi je suis la nana qui a regardé cette entrevue, je me dis, j'adore Joanne! J'adorerais bosser avec elle. De quelle façon? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu peux aller sur mon site et faire une demande de travail en individuel. Alors actuellement, en fait, ce qui est fabuleux, je trouve, quand on est entrepreneur, c'est qu'on peut tout changer régulièrement. Actuellement, je suis en train de changer un petit peu ma façon de faire. Et donc, dans un premier temps, tu peux demander à travailler avec moi juste sur une séance d'1 heure et demie pour essayer d'attaquer. En fait, ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à se concentrer sur l'essentiel. Et donc, pendant 1 heure et demie, on peut pas attaquer tout d'un coup. Et donc, j'invite les femmes qui veulent travailler avec moi à travailler sur un point, dans un premier temps, à déterminer c'est quoi le point sur lequel elles veulent travailler dans tout ce qui va être sérénité, tu vois, recherche d'harmonie, pour pas parler d'équilibre, et tout ce qui peut les aider au niveau de la confiance en elles, hein, finalement, pour qu'elles arrivent à se sentir plus solides face au challenge. Parce que c'est vraiment l'état d'esprit, je crois que je l'ai dit au tout début, mais l'état d'esprit, c'est vachement important. Et puis, je suis en train aussi je retravaille un petit peu mes programmes. J'ai eu des programmes je dirais longs, des programmes de groupe sur 3 mois. Et là, en fait, je suis en train d'explorer une autre façon de faire, des petits programmes, en fait, sur quelques semaines, 4 semaines, 5 semaines, parce que je me rends compte aussi que les femmes que j'accompagne, donc qui sont très occupées, elles n'ont pas forcément le courage de se lancer dans un programme sur 3 mois, ni le temps aussi à consacrer à faire du travail très très approfondi. Ce que j'ai envie d'offrir aux femmes que j'accompagne, c'est vraiment, que ce soit en individuel ou en groupe, c'est vraiment un accompagnement. En fait, l'idée, c'est que je sois un petit peu dans leur poche, en fait, tu vois, pour être là et leur rappeler un petit peu, tu vois, le point d'ancrage, pour leur rappeler de prendre soin d'elles, de quoi mettre en place pour rester centré, aligné, ancré dans leur vie et solide dans leur vie. Et j'ai passé du temps à compliquer un petit peu les choses, mais là je resimplifie, tu vois, comme quoi simplicité, hein. On revient à la simplicité et à l'essentiel. Ouais, toujours. C'est génial. Alors, pour te rejoindre, c'est sur ton site internet, joannetatam.fr. Tout à fait. Tu as également une page Facebook. Oui, Joanne Tatam. Joanne Tatam, exactement. Et je suis sur tous les réseaux sociaux à peu près. En plus. Même si Pinterest, c'est pas trop mon truc. Google+, je suis présente, mais pas vraiment présente. Mais Twitter, Instagram. Tu utilises Instagram? En ce moment, c'est ça le truc. Hein. Je suis en train d'essayer de mettre en place ce truc. Enfin, je verrai. J'ai ma nièce là qui me montrait ça, tu sais, elle a 19 ans, elle était là, ouais, alors c'est comme ça, et puis là tu peux suivre ça, j'étais là, ok. En fait, le truc, c'est que, tu sais, moi, quand je bossais dans le web avant, j'étais dans la création. Enfin, moi, je suis une geek à la base, hein. Donc, les réseaux sociaux, pour moi, c'est et voilà, c'est juste, voilà, donc Twitter, Facebook, Instagram, Periscope, Snapchat, je suis à peu près partout. Et j'aime ça, quoi, les réseaux sociaux. Enfin, voilà, je pourrais encore faire toute une autre interview sur les réseaux sociaux. Donc voilà, mais donc je suis facilement trouvable. C'est génial, c'est génial. Écoute, je suis sûre qu'elles vont te rejoindre un petit peu dans les différents espaces que tu offres. Alors, moi, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a découvert ton livre, on a découvert tout ton univers et je suis super heureuse pour toutes celles qui vont te découvrir parce que tu t'es vraiment ouvert. C'est ce que j'adore, toute transparence. J'ai toujours. Ah oui, alors là, des exclus hein, en plus. Hein, donc, Ah, c'est génial. C'est génial. Tu es un modèle, tu es vraiment un modèle et j'espère vraiment pour toutes celles qui hésitent à se lancer ou celles qui sont au début parce que la première année, comme tu l'as dit, c'est une année qui est pas évidente parce que voilà, faut se découvrir en tant qu'entrepreneur et on fait beaucoup de gaffes, on se surmène et ce genre de choses. Donc je suis contente que tu aies témoigné de ce parcours. Donc, on va terminer l'entrevue ici, Rebelle Créative. J'ai été super heureuse de te présenter, Joanne. Maintenant, j'aimerais savoir un petit peu de cette entrevue que tu as découvert. Qu'est-ce que tu retiens par rapport au fait de prendre soin de soi
pendant ton parcours, pendant ton aventure entrepreneuriale? Et qu'est-ce que tu penses faire toi concrètement pour prendre soin de toi tout en continuant à développer tes projets, ton entreprise? Laisse ça dans les commentaires. Donc, si c'était la première entrevue que tu découvrais, c'est rebellecreative.com. Plein d'autres inspirations t'attendent là. Tu t'inscris et je t'enverrai les invitations, les mails. Tout simplement, tu pourras suivre le tout. Et puis voilà, donc c'était Joanne Tatam, Henriette Ndaka. D'ici là, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.